Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici sur le plateau de Plateforme Santé dans la librairie Elcar. Alors nous allons aujourd'hui vous parler de dysfonction érectile, autrement appelée péjorativement appelée d'ailleurs impuissance, qui toucherait vraisemblablement, mais on va en parler avec nos experts, un homme sur 3 après 40 ans, mais qui est dû évidemment principalement au vieillissement et à l'espérance de vie qui a augmenté. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors nous allons parler de ce sujet avec nos experts et le docteur Pierre Révillard. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes urologue et sexologue, donc vous connaissez évidemment ce sujet, et le docteur Marcel Ichoux. Alors tout d'abord, parce que c'est vrai que j'ai voulu donner ce chiffre dont on parle quand même beaucoup sur la dysfonction érectile, parce que entre Internet et puis les médias dont nous faisons partie ici, il y a une importance que des sujets concernés par cette pathologie, un homme sur 3 après 40 ans, mais il faut savoir qu'on est évidemment beaucoup plus touché après 70 ans, évidemment avec l'âge, donc c'est quand même dû au vieillissement de la population, ce qui est quand même rassurant et qui permet de diminuer un peu ce chiffre et qui est important. Pas uniquement. Pas uniquement. Non, on en voit de plus en plus, car maintenant on consulte un peu plus facilement dans le domaine de la dysfonction érectile. Donc vous voulez dire qu'on connaît les chiffres là où on ne les connaissait pas forcément, Probablement, avant. Alors on va parler d'abord des origines. Il y a des origines organiques et des origines psychologiques finalement à cette dysfonction érectile. Qu'est-ce que la dysfonction érectile? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'homme subit quand il a une dysfonction érectile? C'est les corps caverneux qui se remplissent mal. Pour qu'il y ait une bonne érection, il faut que les corps caverneux se remplissent bien, il faut qu'il y ait un apport de sang, donc qu'il y ait un bon fonctionnement des artères. Il faut aussi que les veines se ferment, ce qu'on appelle l'occlusion veineuse, le verrouillage, les valves se ferment bien. Il faut aussi que les nerfs fonctionnent bien et il faut que tout le métabolisme endocrinien fonctionne bien pour qu'on ait une érection. Donc, de multiples causes organiques peuvent provoquer une dysfonction érectile. Alors, justement, on va en dehors de... On a même une mouche sur le plateau. En dehors des facteurs vraiment psychologiques dont on va vraiment revenir sur cette émission, de sexologie qu'on aimerait pouvoir parler avec vous, il y a effectivement l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies de la prostate qui peuvent effectivement entraîner une... Ce sont des causes très fréquentes. Par exemple, chez les diabétiques, il y a au moins un diabétique sur 2 qui va avoir une dysfonction érectile dans les 10 à 15 ans après l'évolution de son diabète. C'est donc très fréquent. D'accord. L'hypertension artérielle, bien évidemment, surtout avec certains médicaments qui peuvent aussi provoquer une dysfonction érectile. Et à ce moment-là, il faudra savoir si c'est le médicament qui est en cause ou l'hypertension artérielle. Alors Marcel Ichoux, on est ici pour parler de sujets qui finalement sont souvent un peu tabous et c'est vrai que c'est difficile d'évoquer ce sujet et je crois que le mérite de pouvoir en parler, et c'est d'ailleurs les solutions, vous le disiez, docteur Réveillard, de pouvoir en parler, c'est l'essentiel que de déjà trouver la solution, parce que c'est un vrai sujet tabou. On avait fait une émission ensemble sur la performance sexuelle, cette difficulté, et d'ailleurs ça fait partie des aspects psychologiques. C'est important d'oser en parler. Vous avez dit dans les causes, des causes mécaniques, des causes psychologiques, il faut y rajouter des causes sociologiques. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la sexualité, enfin dans les siècles qui sont passés, la sexualité était quasiment réservée à l'homme. La sexualité fantaisiste, si je puis dire, était en dehors du couple. Et les femmes n'avaient pas le droit, par, culture judéo-chrétienne, valeurs, et à la limite tout plaisir pris dans l'acte sexuel. La sexualité, elle était faite quasiment pour reproduire les enfants, et les hommes allaient ailleurs pour s'amuser. Donc on a réintroduit le plaisir chez la femme et le plaisir dans le couple. Et quand on a affaire à des troubles, à un dysfonctionnement érectile, évidemment, cette approche médicale est très importante. Il faut voir si la machine est en ordre de marche. Mais il ne faut pas oublier que la fonction érectile, elle est liée au désir. Et on ne peut pas s'abstraire de savoir, finalement, est-ce qu'il y a encore désir? Est-ce qu'il y a encore objet du désir? Et ça, c'est très très important, parce que on met le doigt parfois sur des sujets qui sont bien plus délicats que cela. Donc c'est quelque chose à prendre dans sa globalité.
D'accord. Donc, alors parlons justement de ce désir et finalement de la difficulté, du stress par rapport. Il peut y avoir désir, mais malgré tout, ça fonctionne pas. Chaque fois qu'il y a de l'anxiété en sexualité, il va y avoir vraisemblablement un début de dysfonction. Et nous, la plupart du temps, on essaie justement d'expliquer et de dédramatiser pour diminuer l'anxiété qu'il n'y ait plus cette volonté de performance, cette anxiété de vouloir bien faire. Oui, alors là, je me permets simplement d'imaginer les conditions dans lesquelles cette anxiété peut arriver. C'est souvent à l'occasion d'une première rencontre, enfin, quand la relation n'est pas encore bien établie. À l'autre bout de la chaîne, quand il y a une usure, il peut y avoir aussi manque de désir. Absolument. Et je crois que c'est vraiment les deux cas. L'anxiété au début, quand il y a une performance à prouver, mais après 25, 30 ans de relations sexuelles, on n'est plus dans ce cadre-là, mais par contre, il peut y avoir une diminution du désir. Une espèce de routine qui s'installe. Et sans tomber... On est devenu beaucoup plus mécanique et que finalement, notamment, on parle de préliminaires, débat, et c'est vrai qu'il y a des fois des... Et désir et plaisir, qui sont deux choses différentes, sont en fait très complémentaires. Il ne faut pas attendre que le désir vienne, il faut aller le chercher. Et on a remarqué, notamment par des études en neurobiologie, que le désir ne se développe bien, notamment par des sécrétions de dopamine, que lorsqu'on entretient le plaisir. C'est-à-dire que plus on va chercher le plaisir, plus on retrouvera le désir. Donc désir entraîne plaisir, mais le plaisir aussi entraîne le désir. Si je vous écoute bien, en fait, plus l'acte sexuel est fréquent, meilleur il sera parce que justement, là pour le coup, il y a une prenne du plaisir. C'est une espèce d'addiction, mais tout à fait physiologique. Absolument. Une parenthèse, c'est que on a vu maintenant que certains adolescents ont une initiation à la sexualité par Internet et arrivent à avoir une sexualité exclusivement sur Internet. Il y a une espèce d'addiction avec des phénomènes de masturbation. C'est la masturbation, effectivement, et elle se révèle avec dysfonction érectile, effectivement, quand il y a un partenaire. Dans sa relation que quand il y a un partenaire, effectivement. Effectivement, donc là, alors on va parler des solutions, parce que cette pathologie, enfin cette difficulté, en tout cas, il y a évidemment des solutions, et même les jeunes hommes peuvent être touchés. Il rigolait tout à l'heure sur le plateau, nos jeunes hommes qui nous filment, mais 2 hommes sur 5 aussi de moins de 40 ans ont déjà eu une panne sexuelle, seulement la panne sexuelle. Il y a des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de solutions depuis l'introduction du Viagra. En 1998, ça a été une révolution. On a enfin des produits qui sont vraiment efficaces. Le Viagra, le Cialis, le Levitra. Ce sont des produits qui sont efficaces pour lutter contre la dysfonction érectile. Mais ce sont des outils et non pas un traitement de fond. C'est-à-dire qu'on considère ces médicaments-là comme une béquille, mais il faut l'encadrer par des explications et surtout par une sexothérapie la plupart du temps. Et puis identifier la cause, puisqu'on a imaginé un nombre de causes extrêmement important de maladies vasculaires jusqu'à des troubles psychologiques. Vraiment. Donc il faut d'abord, avant tout, faire un interrogatoire et puis essayer d'aller trouver la cause, comme l'enquête médicale systématique face à un symptôme. Et alors une panne sexuelle, pour rassurer effectivement ces hommes qui peuvent avoir une panne sexuelle, puisque c'est assez fréquent, je crois qu'il faut les rassurer, parce que finalement ça les angoisse beaucoup plus eux souvent que leur partenaire, parce que c'est acceptable. Est-ce que vraiment cette histoire de performance est pour eux, est-ce que la panne sexuelle, la première panne sexuelle génère la deuxième panne sexuelle? Enfin c'est ce trouble-là. Très souvent. Cette angoisse. Lorsqu'on a connu une première panne sexuelle, à ce moment-là, on y pense à chaque fois. Et à chaque fois, on est inquiet de savoir si elle ne va pas revenir, même si elle ne reviendra jamais. On aura toujours cette inquiétude-là. Alors, d'où les médicaments que vous conseillez, en fait, sur un laps de temps, comment on est traité? Très court. Prendre ces médicaments-là d'une manière très courte pour justement redonner confiance et se rendre compte en fait, on n'en a pas besoin. Et ça sera une béquille qu'on pourra toujours avoir, garder les comprimés dans le tiroir, pas loin, à portée de main, en sachant que s'il faut, on peut le prendre, mais ce n'est pas indispensable. Alors, oser en parler, on vient de le dire, mais c'est donc
venir voir des spécialistes comme vous, docteur Réveillard, des sexologues, des gens spécialisés. En parler, c'est déjà c'est très important d'en parler. Des enquêtes épidémiologiques ont montré que les médecins n'en parlaient pas du tout à leurs patients. Or, il faut aller déclencher la discussion, car spontanément, le patient, bien évidemment, a du mal à... Donc, nous, on doit libérer, vous avez raison, on doit libérer la parole, c'est-à-dire la parole du médecin vers le patient, du patient vers le médecin, dans le couple, parce que c'est quand même des sujets assez délicats à aborder.